Bonjour à tous, c'est Chagas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier, consacré à un geste qu'on fait tous au bloc, mais sur lequel on insiste toujours, la pose de la plaque du bistouri électrique. Alors soyons clairs, cette vidéo n'est pas un cours. Je ne suis pas formateur et je ne vais pas vous réciter un protocole. Par contre, on va prendre le temps de comprendre pourquoi cette plaque doit être posée de telle ou telle manière. Pourquoi on nous dit pas ici, pas sur un relief, pas dans l'axe d'une prothèse, etc. On parlera de ce qui se passe réellement dans le corps avec le courant électrique, l'effet Joule, l'effet d'angle, le trajet du courant, bref, tout ce qui peut transformer une simple plaque en véritable risque de brûlure si elle est mal posée. Le but n'est pas de vous faire un cours théorique, mais de donner du sens à un geste que l'on fait parfois machinalement, parce qu'une plaque bien posée, c'est une sécurité invisible, mais essentielle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler qu'il existe des recommandations officielles, notamment celles de la HAS, dont le lien est disponible en description. Ce que je vais citer se trouve dans la partie prérequis de sécurité de ces recommandations. L'utilisation du bistouri électrique n'est pas qu'un geste technique. Elle implique une formation spécifique aux risques électriques et au fonctionnement du dispositif. La HAS insiste sur plusieurs points essentiels. Comprendre le fonctionnement des générateurs et toujours utiliser la puissance minimale nécessaire. Savoir installer correctement le patient et surtout poser la plaque neutre au bon endroit et convenablement. Connaître les risques d'interférence avec d'autres dispositifs médicaux, comme par exemple les pacemakers ou les implants. Être conscient des risques de brûlure ou même d'incendie et savoir comment réagir en cas d'alerte. Respecter les précautions liées aux antiseptiques et à la prévention du feu au bloc opératoire. Enfin, la HAS rappelle également l'importance de respecter les consignes des fabricants, de garantir la maintenance du matériel et de s'appuyer sur le biomédical pour la sécurité des équipements. Je terminerai ce rappel par la phrase exacte de la recommandation: pas d'utilisation de matériel sans formation préalable. Cette vidéo n'est pas une formation. Maintenant qu'on a revu les prérequis de sécurité, on va passer à la partie la plus concrète. Comment et surtout pourquoi bien poser la plaque neutre? C'est un geste qui paraît simple, mais c'est aussi l'un des plus à risque si on ne comprend pas ce qu'on fait. La HAS rappelle que la majorité des brûlures péropératoires liées au bistouri électrique proviennent d'une mauvaise pose de la plaque lors de l'utilisation du courant monopolaire. En premier, on va aborder les vérifications avant la pose. Avant tout, on vérifie l'intégrité et la propreté de la plaque. La surface de l'électrode doit être propre, sans saleté ni résidus, et la date de péremption doit être valide. On utilise une plaque adaptée à la taille du patient. Adulte, enfant. Attention au poids du patient. On ne découpe jamais la plaque, on ne la modifie pas, et on n'ajoute aucun produit ou gel. Si besoin, on réalise une dépilation localisée, mais c'est à éviter autant que possible en salle. Surtout, on vérifie que la peau est propre, sèche, lisse, sans cicatrice, sans inflammation, sans tatouage et qu'il ne reste pas des antiseptiques. Concernant la préparation du site au moment de la pose, la plaque doit être posée après l'installation chirurgicale complète du patient, mais avant la mise en place des champs opératoires. Si un badigeonnage antiseptique est prévu, la plaque doit être posée avant le badigeonnage pour éviter tout risque de contact avec des liquides ou des vapeurs inflammables. On positionne la plaque si possible le plus près du site opératoire afin de réduire le trajet du courant dans le corps. On évite les contacts peau contre peau. Si nécessaire, on intercale un champ pour isoler les zones à risque. Il faut choisir le bon site de la pose de plaque. On choisit une zone musclée et bien vascularisée, comme la face externe de la cuisse ou la face externe du bras. On évite absolument les saillies osseuses,
les zones d'appui, les tissus adipeux épais, les cicatrices et toute zone humide ou lésée. En cas de présence d'implants métalliques ou de dispositif médical implantable, celui-ci ne doit jamais se trouver sur le trajet entre la plaque neutre et l'électrode active du bistouri. Il faut aussi veiller à ce que le cœur ne se trouve pas sur ce trajet. Deux mots sur le cas particulier du patient porteur de stimulateur ou de défibrillateur cardiaque. Il faut donc rappeler un point essentiel. Le courant monopolaire du bistouri électrique peut provoquer des interférences importantes chez les patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs implantables. Ces interférences peuvent entraîner des inhibitions de stimulation, des passages en mode asynchrone, ou encore des chocs inappropriés selon les types d'appareils. Ce sujet ne sera pas développé en détail ici, car il relève d'une prise en charge spécifique. Dans ces situations, le courant bipolaire est à privilégier. Si le recours au mode monopolaire est néanmoins nécessaire, la décision doit être prise en concertation entre le chirurgien et l'équipe d'anesthésie, avec l'avis du cardiologue si besoin. Concernant l'orientation et la pose de la plaque, on applique la plaque fermement et à plat, sans pli, sans bulle d'air. Le contact doit se faire sur toute la surface de la plaque, sans pli de peau en dessous. Selon la HAS, on doit orienter le bord opposé à la languette de connexion en direction du site opératoire. Cette orientation permet une répartition uniforme du courant et évite ce qu'on appelle l'effet d'angle, c'est-à-dire la concentration du courant sur un seul bord. L'effet d'angle sera justement un des sujets abordés dans cette vidéo, afin d'expliquer plus précisément ce dont il s'agit. On respecte scrupuleusement les modalités de connexion entre la languette de la plaque et la pince du câble. Aucun jeu, aucune tension. Si possible, on utilise des plaques à double zone ou à anneaux équipotentiels qui répartissent mieux le courant et réduisent ainsi les risques de brûlure. Dernière sécurisation avant utilisation. On veille à ce qu'aucun liquide, urine, badigeon, désinfectant, sérum ne viennent au contact de la plaque neutre. La plaque doit être parfaitement sèche avant utilisation. On s'assure que le câble est intégralement déroulé, que le voyant de sécurité de la plaque est au vert sur le générateur haute fréquence. Attention, ce voyant nous indique sur le fait que la plaque est correctement collée. En revanche, il ne valide pas sa bonne orientation. On ne fixe jamais les câbles avec des objets métalliques, comme des pinces ou des crochets. Tout d'abord, cela entraîne un risque de dégradation du revêtement isolant du câble. De plus, cela peut entraîner un risque de couplage capacitif. Le couplage capacitif est un sujet qui sera également abordé de façon à le décrire plus en détail. En tout premier, on va expliquer l'effet Joule, c'est-à-dire la transformation d'une partie de l'énergie électrique en chaleur quand un courant traverse un matériau. Pour rendre ça clair, on va s'appuyer sur une analogie simple, le courant d'une rivière. Quand le lit est large, l'eau s'écoule calmement. Quand il se rétrécit, l'eau s'accélère et frotte davantage. Cette image va nous aider à comprendre comment, en électricité, la surface de passage du courant influence l'échauffement. Regardons cette rivière. Le lit est large, l'eau s'étale, l'écoulement est tranquille. À débit égal, l'eau frotte peu les berges, donc très peu de réchauffement. En électricité, c'est l'idée de la plaque neutre. Grande surface de passage du courant, donc faible densité de courant, et échauffement minimal quand la plaque est bien posée et entièrement collée. Si nous gardons cette idée en tête, le passage tranquille et fluide du courant, sans résistance comme celui de la rivière, nous comprenons de manière presque intuitive les recommandations liées à la pose de plaque évoquées dans la première partie de la vidéo. Ici, le lit se resserre. À débit équivalent, l'eau accélère et frotte davantage. Localement, ça chauffe plus. C'est l'analogie avec l'électrode active. Petite surface, le courant est concentré sur une zone minuscule.
la densité de courant augmente et l'échauffement local devient important. C'est ce qui permet de couper et de coaguler. C'est précisément pour cela qu'il faut éviter tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, rétrécit la largeur du lit de la rivière, c'est-à-dire la surface de contact de la plaque neutre. Si maintenant on reprend ce que l'on a vu en première partie de vidéo. Si la pilosité est importante, on réalise une dépilation. Les poils emprisonnent de l'air et créent des bulles. Ces zones d'air réduisent la surface de contact utile, donc la rivière se resserre et le risque d'échauffement augmente. On ne coupe jamais la plaque pour la même raison. La découper, c'est diminuer sa surface, donc concentrer le courant sur une zone plus petite, ce qui accroît l'échauffement. On évite les plis de peau et toute superposition ou pliure de la plaque, un bord relevé, une partie qui se chevauche, une plaque posée sur un pli cutané. À chaque fois, la surface de contact effective diminue, la rivière rétrécit et la densité de courant grimpe. En résumé, plus la surface de contact de la plaque neutre est large, plane et totalement adhérente, plus le courant se répartit et moins ça chauffe. On garde donc une peau propre et sèche, on dépile si nécessaire, on pose à plat, sans pli, sans découpe et sans superposition. Tout comme l'eau dans une rivière, le courant électrique cherche toujours le chemin de moindre résistance. C'est une loi physique fondamentale. Il emprunte la voie la plus facile, celle où il rencontre le moins d'obstacles. Autrement dit, plus un milieu conduit bien l'électricité, plus le courant aura tendance à s'y concentrer. Dans un environnement homogène, le trajet du courant est simple, il avance droit, de façon régulière et prévisible. Mais dans le corps humain, la situation est très différente. Le corps n'est pas homogène, il est constitué de tissus très variés qui ne conduisent pas tous le courant de la même manière. Les tissus riches en eau et bien vascularisés, comme les muscles ou certains organes, offrent une résistance faible. Le courant y circule donc facilement. A l'inverse, les tissus adipeux, fibreux ou pauvres en circulation sanguine constituent de véritables zones de freinage. Ils opposent une résistance plus importante au passage du courant. Le résultat, c'est que le courant se répartit de manière inégale dans le corps, suivant naturellement les zones les plus conductrices. Ce principe devient particulièrement important en présence d'un implant métallique, d'une prothèse ou de tout autre dispositif implanté. Le métal est un conducteur bien plus efficace que les tissus biologiques. Le courant électrique aura donc tendance à passer à travers de cet implant, ce qui peut provoquer localement un échauffement important par effet Joule. Cet échauffement, s'il est concentré, peut entraîner des brûlures profondes au niveau des tissus adjacents. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez consulter une étude menée en Norvège en 2019, publiée dans la revue Frontier in Surgery, disponible sur PubMed. Les chercheurs ont étudié les effets du courant du bistouri électrique monopolaire sur les tissus en présence d'un implant métallique. Leur expérience, réalisée sur des échantillons de muscles, montre que la température des tissus situés à proximité immédiate d'un implant augmente de façon significative lorsque le courant passe. Plus la puissance du bistouri est élevée, plus cette élévation de température est importante, atteignant parfois plus de 43 degrés Celsius après 1 minute d'activation à 60 watts. En revanche, la distance entre l'électrode active et l'implant ne semble pas avoir d'influence notable sur la température. Je vais vous lire la conclusion de cette étude, traduite de l'anglais. La température des tissus situés à proximité d'un implant métallique augmente lors du passage du courant de bistouri électrique. Il existe un risque significatif d'élévation importante de la température tissulaire lorsque des temps d'activation prolongés ou des niveaux de puissance élevés sont utilisés. Le lien vers l'étude complète est disponible en description. Ce phénomène ne se limite pas aux prothèses. Certains tatouages peuvent contenir des pigments métalliques ou des oxydes de fer, notamment dans les encres rouges, foncées ou anciennes. Ces particules métalliques peuvent se comporter un peu comme une microprothèse
et engendrer une concentration du courant localisée. Les encres de tatouage sont aujourd'hui strictement encadrées par la réglementation européenne. La présence de métaux lourds ou de particules métalliques y est fortement limitée, voire interdite. Cependant, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'un tatouage n'en contient pas, notamment en raison des encres anciennes ou non conformes encore présentes sur le marché. Par principe de précaution, il est donc préférable d'éviter de placer la plaque neutre sur une zone tatouée. C'est pour toutes ces raisons qu'il est essentiel de connaître le principe du chemin de moindre résistance. Comprendre comment le courant circule dans le corps, c'est anticiper les zones à risque, sécuriser la pose de la plaque neutre et limiter tout danger d'échauffement accidentel. Maintenant que la notion de chemin de moindre résistance a été évoquée, nous pouvons également reprendre un point déjà abordé. Si une plaque neutre est par exemple positionnée sur le bras et que celui-ci est en contact direct avec le thorax, le courant peut emprunter un chemin imprévu à travers cette zone de contact peau à peau. Cela crée un risque de brûlure localisée. C'est pourquoi il est recommandé d'éviter tout contact peau contre peau ou d'intercaler un champ sec entre les zones de contact. C'est du fait de la somme de toutes ces raisons qu'il est recommandé que le patient ne soit en contact avec aucun élément métallique de la table. Maintenant que nous avons décrit les deux principes, l'effet Joule et le chemin de moindre résistance, il est plus simple de comprendre ce qu'est l'effet d'angle. Comme nous l'avons vu, la HAS précise orienter le bord opposé à la languette de connexion en direction du site opératoire. Si l'on considère une plaque collée de biais sur la cuisse, le tissu environnant étant globalement homogène, le courant va naturellement chercher le trajet le plus direct. Il va donc se concentrer sur une face ou sur un angle de la plaque. Cette concentration localisée du courant entraîne une augmentation de la densité de courant, donc une élévation de température à cet endroit précis. C'est cette surchauffe qui peut provoquer une brûlure cutanée. Les plaques avec anneaux d'équipotentiel permettent de réduire ce risque, car elles répartissent mieux le courant sur la surface. Mais attention, même avec ce type de plaque, l'orientation recommandée par la HAS doit toujours être respectée. Initialement, je pensais à tort que l'importance de dérouler intégralement un câble venait surtout d'un risque de survenue d'effet bobine. En physique, on parle d'inductance, mais pas besoin de se compliquer avec ça. En très bref, quand un courant haute fréquence traverse une bobine, un champ magnétique se crée autour des spires et peut engendrer des pertes et un échauffement local. C'est cohérent en théorie, mais je n'ai pas retrouvé de documentation qui l'énonce explicitement pour le câble de la plaque neutre. Du coup, je me suis aidé de l'IA pour faire le tour d'internet, consulter les notices et guides d'utilisation. Elle a fini par trouver un passage clair qui dit ceci. Le câble ne doit pas présenter de nœuds ni de plis ou de courbures sous contrainte susceptibles d'endommager l'isolation externe ou de provoquer une fuite ou une accumulation de courant électrique. Le lien se trouvera en description. Concernant le risque d'endommager l'isolant, c'est aussi pour cette raison qu'on ne doit pas fixer un câble avec une pince métallique. Certaines notices ajoutent de ne pas enrouler le câble autour d'un objet métallique. Quand la notice parle d'accumulation de courant électrique, on est justement sur la notion de couplage capacitif. Deux conducteurs séparés par un isolant se comportent comme un condensateur. Ils stockent temporairement de l'énergie sous forme de charge. Si le câble est bobiné, plié, coincé ou serré contre du métal, on favorise ce phénomène. Le courant peut alors se transférer là où il ne devrait pas, créant des fuites de courant et un échauffement local. Pour faire simple, le couplage capacitif, c'est un peu comme quand on gonfle un ballon. Plus on le charge, plus la tension augmente, jusqu'à un certain point où le ballon éclate.
De façon très simplifiée, c'est ce qui se produit avec le courant électrique lorsqu'un couplage capacitif survient. Il est donc essentiel que l'isolation des câbles reste parfaitement intacte. Tout câble présentant une détérioration, même partielle ou peu visible, ne doit pas être utilisé. C'est sur ce point que se termine cette vidéo. Elle m'a demandé beaucoup de temps et de recherche. Je pense avoir fait le tour du sujet, mais j'y reviendrai si besoin. Je réalise tous mes montages avec un logiciel gratuit et j'utilise souvent l'intelligence artificielle pour créer des images ou des séquences vidéo, faute de pouvoir faire certaines prises de vue réelles moi-même. J'investirai très bientôt dans un micro de meilleure qualité afin d'améliorer le son de mes vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne et à très bientôt.